Hier, les marchés américains ont encore battu des records d'altitude. Ouais, encore, le S&P 500 a pris 0,47% et le Nasdaq avançait encore de 0,94%. Ouais, d'accord, le Dow Jones a reculé de 0,02%, mais qui s'intéresse encore sérieusement au Dow Jones? L'un dans l'autre, je vous avoue qu'on a vraiment l'impression qu'on ne peut plus, ou alors qu'on ne veut plus arrêter de monter. Si on prend un tantinet de recul, on se rendra rapidement compte que dans les choses qui justifient la hausse, il y a à boire et à manger. Oui, Trump a signé un deal avec le Vietnam, et oui, Nike et On vont pouvoir continuer à fabriquer des baskets pas chères et à vous les vendre très chères. Et oui, c'est un deal de plus de régler avant la date butoir du 9 juillet. Oui, Tesla a publié des chiffres moins pourris et que c'était une super nouvelle. Oui, les semi-conducteurs sont en folie. Oui, le marché de l'emploi est en train de partir en vrille aux USA. Mais ce qui est surtout complètement fou à observer dans la séance d'hier, c'est que peu importe la nouvelle, à la fin, on ne retire que ce qu'il y a de bon dedans, et dans ces conditions, je commence à croire qu'on ne baissera plus jamais, même si je pars en vacances demain. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 3 juillet 2025. Ce soir, New York fermera plus tôt pour un long week-end de l'Independence Day, et on continuera de monter la semaine prochaine, parce qu'à la fin, c'est toujours les Bulls qui gagnent, comme d'habitude. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, faut que je vous avoue un truc, je préfère nettement quand les marchés montent, je préfère nettement quand on parie sur la joie, le bonheur et les trucs qui vont bien aller, plutôt que de se convaincre qu'on va tous crever dans d'atroces souffrances, que l'économie va mal et qu'il va falloir apprendre à chasser et à manger des rats pour survivre. Mais je dois dire que là, on arrive dans un monde où je suis en train de me demander si les intervenants sont pas en train de se nourrir exclusivement de champignons hallucinogènes, ou alors si par hasard l'intelligence artificielle n'aurait pas déjà pris le contrôle et qu'elle fait ce qu'elle veut avec les bourses mondiales. Mais bon, on va déjà commencer par le commencement. La nouvelle principale que le marché et que le monde merveilleux de la finance a décidé de mettre en avant hier, c'était le deal avec le Vietnam. C'est donc le nouveau prétexte pour pousser les marchés plus haut. C'est pas un chiffre économique fabuleux, c'est pas une innovation technologique qui va changer le monde et révolutionner potentiellement la médecine de demain. Non, du tout. C'est juste un deal commercial avec le Vietnam. Un deal qui ouvre la porte à toutes les fenêtres et qui nous laisse espérer une semaine de folie d'ici au 9 juillet, puisque les 3/4 des pays du monde qui exportent aux USA vont devoir trouver un deal qui fait plaisir à Trump d'ici mercredi prochain. Alors, rassurez-vous, Bessent a déjà dit qu'il était possible de trouver un arrangement pour certains pays, donc on va avoir un nouveau moratoire certainement. Mais en tout cas, si ces pays-là ne trouvent pas de deal, eh bien, ils risquent bien de se faire déchirer par la machine à taxer de POTUS. La nouvelle du jour, c'est donc un accord America First avec le Vietnam, un accord où les produits américains seront exonérés de taxes à l'entrée au Vietnam. Ils sont gentils, ils vont importer mais sans faire de taxes. Et un accord où les exportations vietnamiennes vers les USA prendront 20% de surtaxe dans les caisses du gouvernement américain. Et un accord, là où, cerise sur le gâteau de riz, les réexportations de produits asiatiques via le Vietnam prendront 40% dans la tronche, histoire que la Chine ne puisse pas lâchement contourner l'accord drafté à Genève et conclu à Londres. Alors souvenez-vous, pour mémoire, en avril, Trump avait annoncé des droits de douane à 46% sur les importations vietnamiennes. Autant vous dire que chez Nike, Lululemon ou On Holding, on n'a pas trop aimé. Et bien hier soir, c'était le retour en gloire et le retour sur investissement. Voilà, c'était la nouvelle du jour et ce qui faisait monter le S&P 500 et ou le Nasdaq au plus haut de tous les temps. C'est aussi pour ça que toute l'Europe était en hausse, sauf Londres. Mais Londres, c'est pas l'Europe et ils ont leurs propres problèmes obligataires à gérer. Le deal avec le Vietnam, c'est donc le truc qui rassure et qui nous dit que on va se prendre une avalanche de bonnes surprises entre aujourd'hui et le 9 juillet et que même si on n'a pas de bonnes surprises, parce qu'aucun deal n'est trouvé, eh ben c'est pas grave, parce que les USA, ils vont encaisser plein de taxes douanières et si ça se trouve, ils pourront rembourser leurs dettes. Non, je déconne. Là, je déconne vraiment. Enfin bref, depuis hier soir, on a l'impression que les taxes douanières, ça va bien se passer et qu'en plus, on est en train de s'auto-convaincre que même avec ces taxes, l'inflation va se faire bananer et Powell n'aura pas d'autre choix
que de baisser massivement les taux d'intérêt. En résumé, on est en train d'anticiper le fait que l'économie américaine est en train de réécrire carrément la théorie économique, ou alors que nous sommes dans la 4e dimension, la dimension du bull market. Non, parce que là, perso, j'ai toujours pas compris comment on peut augmenter les prix à la consommation via les tarifs douaniers, ne pas faire remonter l'inflation, et en plus baisser les taux pour rebooster l'économie, créer de l'emploi pour que les gens puissent dépenser plus, le tout sans faire monter l'inflation, toujours, bien sûr. Je me demande à quel moment Trump va nous annoncer qu'il sait marcher sur l'eau et multiplier les pains, pendant que la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Aujourd'hui, on est au plus haut de tous les temps, et plus les nouvelles sont mauvaises, plus on achète, et on achète pour une seule raison, un seul prétexte, oui, le fait que les taux, ils vont bien finir par baisser un jour. Alors à ce stade de la vidéo, je vous ferai grâce du fait que le marché est monté de plus de 50% depuis 2 ans, basé sur le fait que les taux vont aller à 2%, alors que nous en sommes encore hyper loin, mais je dois dire que je reste totalement scotché sur le fait que nous ne sommes plus capables de ressentir la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le stress, et que la seule chose qui compte, c'est la hausse, toujours la hausse. Oui, parce que pendant qu'hier on se passait de la crème dans le dos mutuellement pour se féliciter du deal sur le Vietnam et des centaines d'autres qui sont dans les cartons de Donald, on a tout de même publié de bons chiffres de merde, j'ai nommé les chiffres de l'emploi ADP. Oui, alors oui, je vous arrête tout de suite, je sais, vous me direz que ce chiffre, tout le monde s'en fout et que le vrai chiffre qui compte, c'est celui des NFP qui sort tout à l'heure, et vous aurez raison, quelque part. Pourtant, je me souviens, il y a quelques mois, quand ce chiffre de l'ADP était sorti nettement au-dessus des attentes, alors là, soudainement, il était hyper important. Bon, sauf que là, vu où il est sorti, on est loin, mais alors très loin d'être supérieur aux attentes, c'est même tout le contraire. Le chiffre était attendu à 98 000 créations d'emplois, c'est sorti à moins 33 000. Pas 33 000, moins 33 000. Le chiffre est carrément négatif, ou en contraction, c'est un peu comme vous voulez. Et c'est la première vraie contraction depuis plus de 2 ans. Du coup, forcément, Wall Street panique. Sauf que depuis quelques temps, on ne panique plus dans le mauvais sens. On a grandi, on est plus fort, on est plus intelligent. Et autant en temps normal, on se serait dit « Oh my god, l'économie est pourrie, je vends tout ». Là, on se dit « Waouh, c'est des chiffres bien dégueulasses et si ça se trouve, ça va décider Powell à baisser les taux pour relancer l'économie ». Et du coup, on a tout racheté, la tech en tête. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Elle est pas belle la vie? En gros, les marchés se sont simplement dit, les signaux sont suffisamment faibles pour justifier une baisse des taux en juillet, autant prendre les devants. Et tout ça, c'est sans compter que tout à l'heure, à 14h30, il y aura les vrais chiffres de l'emploi, les NFP, et ceux qui sont bidonnés par les gars du BLS, ceux qui sont corrigés toutes les 3 semaines et qu'on oublie généralement 45 minutes après la publication. Sauf s'ils ont la capacité de forcer Powell à baisser les taux, ce qui changerait tout, techniquement. Donc le consensus de tout à l'heure est autour de 110 000 créations d'emplois sur les NFP, le taux de chômage devrait monter à 4,3%, mais si jamais ça sort en mode zéro croissance et ambiance récession toute molle, bam! La Fed, elle pourrait passer de la pause à l'action et en un clin d'œil et renverser le narratif à quelques semaines du prochain meeting. Alors, je vous parie que si les chiffres sont en dessous des attentes, tout à l'heure, on va commencer à parler de baisse des taux en urgence et que juillet va s'imposer de lui-même comme étant la prochaine baisse de 25 basis points. Vous avez remarqué, c'est fou comme le vent, il peut tourner vite à la Fed. Il y a 2 semaines, Powell nous disait encore « On veut des preuves, on veut du concret, on est patient, on n'est pas pressé ». Et là, badaboum! 2 mauvais chiffres sur l'emploi et tout le monde commence à chuchoter que la réunion de juillet pourrait être la réunion pour sauver le monde. Autrement dit, il pourrait baisser les taux. Enfin, pourtant, si on prend un peu de recul, juste 25 secondes, on se rend compte quand même que les actions sont au plus haut de tous les temps. Le prix de l'immobilier est au plus haut historique. Le Bitcoin est au plus haut historique. La masse monétaire est au plus haut historique. La dette, évidemment, la dette américaine est au plus haut historique et elle continue de monter. L'inflation, le CPI, est à 4% par an en moyenne, et ce depuis janvier 2020, soit le double de l'objectif de la Fed. Oui, on nous dit l'inflation elle baisse, mais en moyenne ça fait 4% par année. Et là tout de suite, notre obsession, c'est de voir Powell baisser les taux au moins 3 fois cette année. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je commence à me dire que moi, à l'intérieur de moi-même, dans ma tête, sur ce que j'ai appris, il y a un truc qui cloche. On va garder ça en tête ces prochains temps, on va pas s'emballer aujourd'hui, mais ça me paraît quand même plutôt intelligent et sain d'y réfléchir. Mais en attendant, le rendement du 10 ans remonte à 4,29%. Les investisseurs sont en mode buy the dip et rachètent dès qu'il y a un chiffre pourri. Et la volatilité baisse pendant que l'indicateur Greed and Fear de CNN s'approche gentiment de la zone extreme greed. Il manquerait plus que mon chauffeur de taxi du matin me dise qu'il vient d'acheter du Nvidia. En conclusion de tout ça,
la Fed n'est pas encore en mode intervention, bien sûr, mais et si les chiffres de tout à l'heure sont flippants, Powell pourrait très bien venir en juillet avec un cadeau sous le bras et Wall Street va sabrer le champagne. Bon, pas parce que ça va mieux, mais parce que ça va assez mal pour que la Banque centrale redevienne gentille et interviennent. Et puis alors, puisque nous en sommes à l'interprétation des choses et que plus c'est mauvais, mieux ça fait monter les marchés, on est obligé de passer par le chapitre Tesla. Donc Tesla, vous l'avez peut-être vu, hier a publié ses chiffres de livraison pour le second trimestre. Et devinez quoi? Eh ben c'est pas génial, mais c'est pas catastrophique non plus. Et comme tout le monde s'attendait à une apocalypse avec des livraisons en chute libre à cause de ce que la Chine nous a annoncé par rapport aux voitures électriques ces derniers temps, de l'Europe et du clash Musk-Trump, eh bien le marché, il a fait quoi? Il a applaudi. Durant la séance d'hier, le titre a pris 5%, et ce, après une gamelle de presque de 14% sur les 6 dernières séances. Comme quoi, moins pire que prévu, c'est tout simplement le nouveau bullish. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres bruts, au Q2, on a livré 384 122 véhicules, contre 387 000 attendus, et contre 444 000 il y a un an. Donc, ça baisse quand même. Mais on s'en fout. 410 244 véhicules ont été produits, ce qui est inchangé sur un an, ou presque. Et puis, il y a toujours le fameux chiffre undercover, celui que les analystes ne publient pas officiellement, celui qu'on chuchote à la machine à café. Ah, j'ai dit que j'attendais 384 000 caisses vendues, mais en fait, pour de vrai, sur la vie de ma mère, je penche plutôt pour 365 000. Donc le chiffre attendu hier par Wall Street, officiellement, était de 384 122. Le chiffre officiel de Tesla est donc en dessous des attentes du marché. Mais comme ce chiffre magique et chuchoté dans les couloirs et à la machine à café était de 365 000 officieusement, c'est un superbe trimestre pour Tesla. On craignait le pire, mais en fait on s'en sort par les poils avec une réinterprétation du concept de la médiocrité qui est assez fabuleuse. Nous sommes donc dans un marché qui récompense et qui se satisfait de la non-catastrophe. Et puis je dois vous dire que ce morning bull ne serait pas complet si l'on ne parlait pas encore de la dernière attaque de Trump contre Powell. Donald Trump a réclamé encore une fois la démission immédiate de Jérôme Powell. Et cette fois, c'est en majuscule avec quelques accusations supplémentaires en plus. Pour mettre un peu plus d'huile sur le feu, Trump s'est appuyé sur un post de Bill Pulte, le patron de l'agence qui régule Fannie Mae et Freddie Mac, puisque ce dernier accuse directement Powell de mensonges devant le Congrès, notamment sur les coûts d'un projet de rénovation du siège de la Fed, et demande carrément une enquête pour partialité politique. Attention, on est parti dans le combat. Le clash, il n'est pas nouveau, hein. Trump a récemment traité Powell de mule têtu, de toulette, il lui a écrit une lettre manuscrite pour le pousser à agir, il a même envisagé de le virer, mais la Cour suprême a encore rappelé que le président n'a pas le droit de limoger le patron de la Fed avant la fin de son mandat en 2026, sauf pour faute grave. Reste à déterminer la faute grave. Bref, Powell reste, Trump fulmine, et la politique monétaire américaine continue de se faire à coups de tweets. Mais on se demande comment Powell pourrait être décemment resté en place jusqu'en mai dans cette ambiance complètement pourrie, pour rester poli. Et en même temps, je me demande d'ailleurs ce qui se passerait si Bessent ou Warsh arrivaient à la Fed pour baisser les taux directeurs de 4% la première semaine. Est-ce que le S&P ouvrirait directement à 7000 points pour reperdre 1000 points lors de la publication du CPI de janvier 2026 avec une inflation à 7%? Les marchés battent donc des records sur fond de mauvaises nouvelles parce qu'aujourd'hui un chiffre pourri est vu comme une bénédiction qui justifierait une baisse des taux. Powell est sous pression constante de Trump, les investisseurs hallucinent collectivement et même des chiffres négatifs sur l'emploi font exploser le Nasdaq. On vit dans un monde où moins pire que prévu est la traduction de tout va bien. Bienvenue dans l'économie version 2025. On notera encore que Rivian chutait de 4,5% après des ventes en baisse de 23% sur un an, malgré le maintien de ses objectifs annuels. Les fabricants de vêtements qui produisent au Vietnam, Nike, On Holding, Lululemon ont bondi après l'annonce du deal commercial, évidemment. Apple a gagné 2,2% hier soir grâce à un upgrade de Jefferies, malgré une baisse de 17% depuis le début de l'année. Santen, encore une assurance santé, s'effondre de 40% après avoir retiré ses prévisions, évoquant des inscriptions plus faibles et une clientèle plus malade que prévu. Molina, qui est dans le même secteur, dévisse aussi dans le sillage. Les grandes banques, elles, continuent de monter sur fond de rachat d'actions, dividendes post-stress test réussis,
puisque tout le monde veut rémunérer ses actionnaires. Et puis il y a Verint, le fabricant de software pour les call centers, qui flambe de 15% sur une rumeur de rachat par Thomas Bravo, spécialiste du private equity. Et puis, comme c'est la semaine de l'emploi, et tout particulièrement le jour de l'emploi aujourd'hui, Microsoft a mis sa pierre à l'édifice en annonçant 9000 licenciements de plus. Encore une bonne nouvelle qui devrait faire monter le marché. D'ailleurs, les futurs sont en hausse de 0,07% ce matin. Je précise encore qu'après les chiffres des NFP qui sortiront à 14h30, la bourse américaine fermera à 13h, heure de New York, pour cause de week-end prolongé. Donc si vous avez des emplettes à faire à New York, réglez vos montres. Pour ma part, je vous recommande de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Demain, il n'y aura pas de Morning Bull Live et samedi, il n'y aura pas de Swiss Bliss. Je pars en vacances. Alors, non, ne paniquez pas parce que je pars pendant que les ricains sont fermés et ça peut donc pas baisser, ni monter d'ailleurs. Je vous retrouverai donc lundi pour des vidéos estivales pendant 2 semaines, mais je ne vous laisse pas tomber, vous inquiétez pas, je serai toujours plus ou moins là en fonction de l'actualité. Excellente fin de semaine à tous, et puis à lundi, et là on parlera des chiffres de l'emploi qui étaient, on sait pas, on verra bien. Allez, bye bye.